Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints sur Télé Djibouti, les 15h sur nos antennes. L'heure de vous présenter cette première édition avec ses titres. Le chef de l'État, son Excellence Mohamed Guilichi, a reçu le ministre des Affaires étrangères mauritanien à Djibouti. Il y a une nouvelle du monde, Washington et Téhéran. L'OMI lance l'évacuation face au risque. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur Télé Djibouti. Le chef de l'État, son Excellence Ismail Omar Guelleh a reçu ce jour au Palais de la République le ministre des Affaires étrangères, de la coopération des Mauritaniens de l'extérieur. Monsieur Mohamed Salem Mergouz, porteur d'un message écrit de son Excellence Mohamed Ould Cheikh Al-Azawini, président de la République islamique de la Mauritanie. Transmis au chef de l'État djiboutien, ce message porte principalement sur les moyens de consolider davantage les relations d'amitié et de coopération entre Djibouti et la Mauritanie, ainsi que les perspectives de renforcement des partenariats dans plusieurs domaines d'intérêt commun. Cette audience a également permis aux deux parties de passer en revue l'état de relations bilatérales entre les deux pays, les deux peuples, unis par les liens historiques et des valeurs communes, ainsi que par une proximité culturelle et linguistique. Les échanges ont porté sur plusieurs secteurs d'intérêt stratégique, notamment le partage d'expériences et d'expertise, ainsi que les opportunités de renforcer la coopération entre les domaines répondant aux priorités communes des deux nations. Les discussions ont également été abordées sur les questions liées à la paix, à la sécurité régionale et continentale. Face aux défis transnationaux similaires, Djibouti et la Mauritanie partagent une vision commune et réaffirment leur volonté de poursuivre leur concertation afin de contribuer à la préservation de la lutte contre les menaces sécuritaires dans la région et sur le continent africain. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de consolidation des relations fraternelles et de coopération qui unissent la République Djibouti et la République islamique de la Mauritanie. Le ministre Mohamed Salem Merzouk était donc accompagné d'une délégation de haut niveau de la République islamique de la Mauritanie. Du côté djiboutien, on prépare à cette audience le ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement, Abdelkader Hussein Omar, ainsi que la conseillère diplomatique du chef de l'État, Madame Fathia Jama'uddin. Et je vous propose à présent d'écouter le ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie sur les tenants et aboutissants de cette rencontre. Nous avons eu l'honneur et le privilège d'être reçus par son Excellence le président Ismail Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, à qui nous avons d'abord transmis les salutations, féliciter aussi à l'occasion des festivités le 27 juin prochain de l'indépendance de ce pays qui est cher à notre... Et cette audience a été l'occasion aussi de remettre au président une lettre de son frère et ami, son Excellence le président Mohamed Cheikh Al-Azawani, président de la République de Mauritanie. Cette lettre s'inscrit dans le mécanisme de concertation régulière entre les deux pays qui partagent de nombreuses sphères communes, la sphère africaine, la sphère arabe, la sphère islamique. Et aujourd'hui, on a beaucoup évoqué tout ce qui se passe au niveau international, et nous avons en particulier pensé que l'Organisation de la coopération islamique est un cadre important pour la communauté qui lui permette à la fois de renforcer sa solidarité, de renforcer la coopération entre ses différents États membres et de porter une voix aussi forte dans un contexte international qui est une profonde transformation. Et nous avons en retour reçu aussi les orientations et les conseils du président dans le travail commun que nous faisons sur le plan diplomatique. Et le président nous a confirmé le soutien et la solidarité de la République de Djibouti
la Mauritanie et il nous a aussi chargé de te transmettre ses remerciements et ses fraternelles salutations à son frère et ami Mohamed Cheikh Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Abdelkader Hussein Omar, il nous a également confié ses impressions. Le ministre des Affaires étrangères tient à revenir sur les liens qui unissent le Djibouti à la Mauritanie. Nous avons reçu le docteur Mohamed Saleh Ould Merzoug, ministre des Affaires étrangères de la République islamique de Mauritanie, qui a été reçu en audience par le président de la République. Il était porteur d'un message du président de la République islamique de Mauritanie et nous avons eu l'occasion de nous entretenir sur les très bonnes relations, des très bons niveaux entre la République de Djibouti et la République serbe de Mauritanie. Nous avons eu l'occasion également de nous concerter sur la situation dans nos régions respectives et l'occasion a été aussi pour nous tous de pouvoir collaborer dans nos actions sur la scène internationale, que ce soit africaine, arabe et au niveau de l'organisation islamique également. Donc c'est encore une fois une très bonne occasion de rencontrer mon frère et ami Dr Merzoug. Et nous allons continuer à toujours se concerter, toujours être en coordination sur les décisions que nous allons entériner ou bien discuter au niveau de notre relation bilatérale, mais surtout sur la scène multilatérale également. L'Assemblée nationale poursuit l'examen des dossiers inscrits sur son agenda législatif conformément aux dispositions des articles 12 et 21 de son règlement intérieur. La conférence des présidents s'est réunie ce mercredi 24 juin 2026 sous la présidence de Dileita Mohamed Dileita, président de l'Assemblée nationale. Le gouvernement a été représenté par Ali Hassan Badon, Premier ministre par intérim et ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé de relations avec le Parlement. Cette réunion a également rassemblé les membres du bureau de l'Assemblée nationale, notamment les premiers et deuxièmes vice-présidents, les présidents des commissions permanentes ainsi que le rapporteur général du budget. Les travaux ont été consacrés à l'examen du projet de loi portant sur la ratification d'un accord de prêt entre la République de Djibouti et la Banque africaine de développement soumis à une procédure d'urgence. À l'issue des délibérations, la conférence des présidents a approuvé la transmission au projet de loi à la Commission des affaires étrangères pour examen. Elle a également arrêté la date de la prochaine séance plénière prévue le 29 juin 2026. Cette réunion qui s'est inscrite dans le cadre du fonctionnement régulier des institutions parlementaires et le suivi des textes soumis à l'examen de l'Assemblée nationale. Restons à l'Assemblée nationale à la suite d'une décision de la conférence des présidents. La Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale a engagé l'examen du projet de loi portant ratification d'un accord de prêt entre la République Djibouti et la Banque africaine de développement conformément aux dispositions de la procédure d'urgence. Présidée par l'honorable Abdelrahman Awali Yassine, la commission a tenu ses travaux en présence de Redouane Abdillahi Bahdon, ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, accompagné de ses principaux collaborateurs. À l'issue de ces délibérations, la commission des affaires étrangères a émis un avis favorable à la ratification de l'accord de prêt et a approuvé la transmission du projet de loi à la séance plénière pour examen, débat et adoption par la présentation nationale. La commission des finances à présent, la commission des finances et de l'économie générale et du plan de l'Assemblée nationale poursuit des textes inscrits à son ordre du jour. Réunis ce mercredi 24 sous la présidence de Charles Macky Moussaré, la commission a consacré ses travaux à l'étude du projet de loi 217 de l'année 2026, 9e ligne portant sur l'approbation des comptes financiers de la Société internationale d'hydrocarbures de Djibouti au titre de l'exercice 2023-2024. Le gouvernement a été représenté par Dr Jama Mohamed Hassan, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, accompagné du président de la commission d'administration, du directeur général de l'agent comptable de la Société internationale de l'hydrocarbures de Djibouti.
Au terme des échanges et des discussions portant sur le contenu du projet de loi, la Commission des finances et de l'économie générale et du plan a émis un avis favorable. Le texte sera donc ainsi inscrit à l'examen lors de la prochaine séance publique. Autre actualité de cette édition, poursuivant sa mission en Chine, le ministre de l'économie et des finances, également secrétaire général du parti pour le Rassemblement populaire, poursuit ses rencontres de haut niveau consacrées au renforcement de partenariats stratégiques entre Djibouti et la Chine. Général de Rassemblement populaire pour le progrès continue ses rencontres. Après Dalian hier, aujourd'hui, il s'est entretenu avec le ministre du département international du Parti communiste chinois à Beijing, une rencontre qui marque un tournant dans les relations sino-djiboutiennes. L'ambition est clairement posée, transformer ce partenariat en une alliance globale, économique et technologique. Sur la table des 4 grands chantiers, d'abord le financier, positionner Djibouti comme un premier centre africain à l'internationalisation du yuan, avec la création d'une zone financière offshore. Ensuite, l'industrialisation textile, agro-transformation soutenue par des incitations fiscales et des transformations techniques. Le troisième axe porte sur la technologie 4.0, intelligence artificielle, blockchain, l'hôte et la création d'une académie des métiers du futur. En partenariat avec les entreprises chinoises, enfin un accord de non-double imposition pour fluidifier les investissements des deux côtés. Les deux parties ont également convenu de renforcer leur coordination sécuritaire dans un contexte géopolitique régional sous tension. Djibouti réaffirme ainsi son positionnement de hub neutre. Pour concrétiser ses engagements, le RPP a proposé la mise en place d'une task force interinstitutionnelle, d'un conseil présidentiel Djibouti-Chine et d'un dialogue stratégique annuel entre les deux parties. Ce nouveau chapitre représente l'accomplissement de notre trajectoire nationale, a déclaré le secrétaire général en clôturant cette visite. Le 25 août 1966, la visite générale de Gaulle à Djibouti prend une tournure historique. Accueilli par une mobilisation populaire d'une ampleur exceptionnelle, le chef de l'État français découvre une population déterminée à faire entendre sa volonté de choisir son propre avenir. Entre slogans indépendantistes et banderoles, les tensions dans les rues, cette journée marque un tournant décisif. La revendication d'une indépendance totale s'affirme publiquement et s'inscrit durablement dans la mémoire nationale. Le grand format de cette édition. Le 27 juin 1977. Un vent nouveau se lève sur la corne de l'Afrique. À Djibouti, la foule est en transe. Les cœurs battent à l'unisson, les larmes se mêlent au chant, et le bleu, et le vert, et le blanc se hissent dans le ciel, frappés d'une étoile rouge. Ce jour-là, le peuple célèbre l'indépendance. Mais derrière l'allégresse, dans les plis du drapeau neuf, se dissimulent les blessures d'une lutte longue et douloureuse. Ce que le monde voit, c'est une naissance. Ce que l'histoire retient, c'est un accouchement dans la douleur. Car l'indépendance ne fut pas une offrande, mais une conquête. Elle a le goût amer des larmes, le bruit sourd des matraques, le silence des cellules où l'on torture et le sang versé de ce que l'on n'a jamais nommé. Dans les années 1960, la côte française des Somalies, future République Djibouti, vit sous tension. Ce petit territoire coincé entre mer Rouge et les convoitises impériales attire toutes les attentions. À Paris, on redoute la fièvre du nationalisme. À Djibouti, on rêve de liberté. Ils sont professeurs, dockers, étudiants ou simples rêveurs. Ils écrivent des tracts, mènent des grèves,
défient l'ordre établi. Leurs armes, des slogans, des poings levés, et cette foi inébranlable qu'un lendemain est possible. Mais leur idéal se heurte à la froideur coloniale. Chaque mot devient menace, chaque cortège un danger. Et l'ombre de la légion étrangère rôde à chaque coin de rue. Le 25 août 1966, la visite du général de Gaulle marque un tournant. L'homme de 18 juin foule le sol djiboutien. Pour beaucoup, c'est une provocation. Alors le peuple descend dans la rue. Il crie liberté. Il réclame l'indépendance. Mais en réponse, ce sont des fusils qui partent. Les cortèges sont brisés. Les corps tombent, les cris s'étouffent dans les gaz et les balles. Des dizaines sont arrêtés, d'autres disparaissent. Belbela, faubourg populaire, devient un nom gravé dans la mémoire comme une balafre. Là-bas, un barrage barbelé, électrifié, enferme les manifestants. Certains périssent électrocutés, d'autres sous les balles. Ce drame, longtemps muré dans le silence, est aujourd'hui rappelé par un mémorial, une stèle modeste, mais où les Djiboutiens viennent chaque année déposer un peu de leur reconnaissance. Ils n'avaient ni micro, ni caméra, juste leur courage et leur conviction. Et pourtant, c'est sur leurs épaules que s'est élevée la République. Aujourd'hui encore, alors que les drapeaux flottent et que les cantiques de l'indépendance s'élèvent, leurs souvenirs nous interpellent. Ce passé n'est pas une relique, c'est un avertissement. Car la souveraineté, comme la liberté, ne se possède jamais tout à fait. Elle s'entretient, elle se défend, elle se mérite. Le 27 juin est une hymne, une promesse, une dette à celle de ceux qui, l'ombre des années 1960, ont osé dire non à ces âmes vaillantes qui n'avaient que leur voix, leurs rêves et parfois leur vie à offrir. C'est à nous, désormais, de veiller sur leurs flammes, de ne pas laisser leur sacrifice s'éteindre dans l'oubli, car c'est sur leur silence que s'écrit notre liberté. Pour les festivités du 49e anniversaire de l'indépendance nationale de Djibouti, la jeunesse et les communautés locales sont au cœur des célébrations à travers une série d'initiatives de proximité visant à renforcer le lien social et valoriser les espaces dédiés à l'épanouissement des citoyens. Ainsi, dans ce cadre, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Fardoussa Moussaïe, accompagnée de la secrétaire d'État chargée au sport, ont poursuivi hier après-midi une tournée au Centre de développement communautaire du pays dans une visite dans les CDC d'Al-Hiba. Alors, arrivée à la délégation ministérielle a été accueillie chaleureusement par la maire adjointe ainsi que la vice-présidente de la commune de Blaos, tous les élus du quartier en présence des responsables locaux, les jeunes ainsi que représentants de la communauté. Et cette visite illustre la volonté du gouvernement à placer les jeunesses au centre des célébrations nationales en mettant en lumière le rôle des CDC comme espace de formation, de rencontre, de culture et d'accompagnement social. À cette occasion, la ministre et la secrétaire d'État ont procédé au lancement officiel du tournoi de football de l'indépendance au CDC d'Al-Hiba, une compétition qui rassemble les jeunes du quartier autour des valeurs de fraternité, de respect, de citoyenneté et d'esprit d'équipe, tout en renforçant une valeur et une cohésion ainsi que le savoir vivre ensemble. Les activités commémoratives du 49e anniversaire de l'indépendance se poursuivent dans les différents centres de développement communautaire du pays, confirmant la place essentielle accordée à la jeunesse dans la dynamique de développement national.
Et face à l'évolution des menaces qui pèsent sur les espaces maritimes stratégiques, Djibouti réaffirme son rôle central dans la promotion de la coopération régionale en matière de sécurité maritime. La capitale djiboutienne a accueilli la 3e édition du symposium sur la sécurité maritime organisée en étroite collaboration avec l'Union européenne et le Japon. Cette rencontre qui s'inscrit avec les responsables gouvernementaux, des experts maritimes ainsi que des représentants des forces de sécurité djiboutiennes, notamment de côte, la gendarmerie et la police nationale. La cérémonie qui s'est déroulée en présence de l'ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti, Mme Denise Lonette, de l'ambassadeur du Japon, Okishi Akiro, témoignant de l'importance accordée à la coopération internationale face aux défis maritimes dans la région. Les échanges ont porté sur plusieurs enjeux majeurs, parmi lesquels la lutte contre la piraterie, les trafics illicites ainsi que le terrorisme maritime et les migrations irrégulières qui affectent la zone de mer Rouge et du golfe d'Aden. Une attention particulière a été accordée au détroit de Bab el-Mandeb, passage maritime stratégique reliant la mer Rouge au golfe d'Aden, véritable axe vital de commerce international, et la sécurité énergétique mondiale. Ce corridor demeure confronté à des risques sécuritaires qui nécessitent une coordination renforcée. Les fondements indispensables de toute réponse durable. Djibouti, par sa position géographique exceptionnelle et par son engagement constant en faveur de la paix et du multilatéralisme, a toujours considéré cette responsabilité comme une vocation. Notre pays demeure un espace de dialogue et un partenaire engagé pour la stabilité régionale et internationale. Écoutons à présent les propos de la représentante de l'Union européenne et l'ambassadeur du Japon auprès de Djibouti. Avec l'arrivée de l'Institut d'études diplomatiques de Djibouti, je suis convaincu que ce partenariat élargi enrichira encore davantage nos discussions. Et quand il s'agit du Japon, les 6 derniers mois ont mis en évidence l'importance de la sécurité maritime, encore une fois pour nous, parce que les perturbations des chaînes d'approvisionnement maritime nous ont affecté tellement. Donc, dans ce contexte, j'attends avec impatience les discussions aujourd'hui et demain, notamment sur l'évolution de la situation en mer Rouge et des défis liés à la garantie de voies maritimes sur résilience. Cette initiative est le témoignage d'un partenariat de la façon dont nous travaillons ensemble ici, dans le pays, dans laquelle nous travaillons dans la région, mais aussi la façon de mettre ensemble nos principes qui sont les mêmes pour nous aussi dans les forums internationaux. Comme vous dites, Monsieur le Secrétaire général, en effet, ce qui a changé dans ces 3 ans, en dehors du fait qu'on parle de plus en plus des défis, qu'on parlait il y a en 2024, c'est aussi le fait que cet exercice, il est maintenant à s'appuyer sur toutes les compétences et le professionnalisme des experts et des acteurs djiboutiens. Sans prendre trop de temps, je racontais, je pense à beaucoup d'entre vous, qu'en 2024, j'étais dans une lounge d'un aéroport européen en train de finir ma mission dans le poste précédent et j'ai été très impressionnée de toute la présence étrangère des différents partenaires qui étaient là-bas. Mais aujourd'hui, je suis encore plus impressionnée et plus contente de la façon dont nous avons arrivé à rendre cet exercice avant tout un exercice qui s'appuie sur les compétences djiboutiennes. Voici à présent les propos du secrétaire général auprès du ministère des Affaires étrangères qui vient sur les enjeux de la protection maritime. L'Union européenne et le Japon, 2 partenaires d'une importance fondamentale, 2 partenaires qui se distinguent par le caractère stratégique de leurs relations et de leur partenariat avec notre pays, avec qui nous travaillons en synergie pour le développement de la relation, mais également travailler en coopération sur un certain nombre de questions d'intérêt commun qui, aujourd'hui, se caractérisent par leur caractère vital pour la défense de nos intérêts communs,
toujours sur la base et le fondement du droit international qui guide nos actions et nos entreprises. Cela étant dit, juste rappeler aussi les fondamentaux de notre politique étrangère qui a toujours œuvré à travailler dans un cadre du respect du multilatéralisme, du respect du droit international, qui garantit la relation entre les États pour se tourner complètement vers une coopération qui peut s'avérer à travers ce mécanisme-là comme étant une coopération fructueuse. Djibouti également attache une grande importance au respect de la souveraineté des États et de l'intégrité territoriale des États, et en particulier des États que l'on considère comme États côtiers de cette mer Rouge. C'est un principe fondamental pour tous ces États-là qui ont une responsabilité première dans la gestion de tout ce qui se passe dans cette zone maritime, qui est une zone maritime d'une importance capitale sur le point de vue commercial, mais pas seulement. Tout à l'heure, on en parlait avec l'ambassadrice. On discutait de l'aspect qui concerne tout ce qui est câble sous-marin, parce qu'on a tendance souvent à l'oublier. Il n'y a pas que l'aspect commercial, et il y a aussi cet aspect numérique, où Djibouti, effectivement, joue également un rôle important, puisque nous sommes le landing point de plusieurs câbles sous-marins. La participation citoyenne s'affirme comme un levier essentiel au développement national. C'est dans cette perspective que le Palais du Peuple a accueilli hier mardi une conférence au débat de haut niveau consacrée à la contribution de la société civile aux populations publiques et au développement à Djibouti. Organisée par le consortium PLA-IRICA en collaboration avec l'Institut d'Éré, sous le patronage du ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie, du ministère de l'Intérieur en partenariat avec la délégation de l'Union européenne à Djibouti, rencontre qui a réuni les membres du forum, des associations et ONG du développement durable placées sous le thème contribution de la société civile aux politiques publiques de développement djiboutien. La conférence a mis en avant le rôle stratégique des organisations de la société civile dans l'élaboration et la mise en œuvre ainsi que le suivi des politiques publiques. Parmi les participants figuraient notamment plusieurs interventions dont Dini Abdallah, secrétaire général auprès du ministère de l'Environnement, du Développement durable, l'ambassadeur de France à Djibouti, le chef de coopération de la délégation de l'Union européenne. La société civile, donc une cohérence est nécessaire, et pour ça, je salue beaucoup cette opportunité et cette rencontre qu'on a trouvée aujourd'hui ici. La société civile, c'est la voix des citoyens et une politique publique qui serait définie sans prendre en compte dans sa conception l'avis de la société civile et dans la quasi-totalité des cas vouée à l'échec à moyen ou long terme. Donc il y a un véritable enjeu, c'est le thème même de la conférence. Je trouve que son intitulé est excellent, c'est d'associer la société civile dès la conception. La société civile est bien sûr récipiendaire de l'action publique, elle peut parfois être associée à l'exécution des actions décidées par la puissance publique, mais il faut surtout qu'elle soit associée à la conception des politiques publiques pour que les politiques publiques soient adaptées aux besoins des populations et répondent aux attentes de la population. Recommandations ont été formulées afin de renforcer la gouvernance participative, consolidant ainsi le partenariat entre les institutions publiques, les organisations de la société civile et les partenaires internationaux. Écoutons un représentant de l'association d'Éré. La société civile joue un rôle essentiel. Elle constitue un trait d'union entre le citoyen et les institutions, un espace d'expression, de participation et d'innovation sociale. À travers ces actions de sensibilisation, de plaidoyer, d'accompagnement de communautés et de promotion de la citoyenneté active, elle contribue de manière significative au développement économique, social, humain de nos sociétés. Aujourd'hui, plus que jamais, le développement durable ne peut être porté par le seul pouvoir public. Il nécessite une approche collaborative fondée sur le dialogue,
la concertation et la co-création ou la co-construction entre l'État, le secteur privé, le partenaire technique et financier, ainsi que les organisations de la société civile. Cette rencontre est donc une occasion privilégiée pour réfléchir ensemble aux défis, aux opportunités et aux mécanismes permettant de renforcer la contribution de la société civile au développement de notre pays. Edine Abdellah, le secrétaire général, a donc clôturé les discours officiels. Ça fait plaisir de voir autant de la société civile qui se réunissent pour discuter du rôle de la société civile. Le rôle de la société civile est très important parce qu'ils sont au niveau local. Par exemple, il y a quelques semaines, on discutait d'un projet qu'on était en train de préparer sur les inondations. Vous savez, une des conséquences des changements climatiques, c'est soit la sécheresse dans le milieu rural, soit les inondations dans les villes. La société civile doit être consciente de l'effort que le gouvernement a fait pour permettre à la population d'avoir accès à l'eau, d'avoir accès à l'alimentation en développant les périmètres agro-pastoraux, en favorisant le développement de l'élevage. Et d'ailleurs, le mode d'élevage doit changer parce qu'avant, on avait un élevage extensif qui était valable lorsque la pluviométrie était plus importante. Mais avec le changement climatique et la baisse de la pluviométrie, il faudra changer le mode d'élevage. Il vaut mieux avoir 10 chèvres bien nourries que d'avoir 200 chèvres qui gambatent toute la journée et qui restent maigres parce qu'elle a perdu toute l'énergie en marchant. Donc je disais, il faut que la société civile appuie aussi, sensibilise aussi la population sur l'effort que fait le gouvernement dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Mais le gouvernement a vraiment besoin de la société civile pour mettre en œuvre des projets aussi bien dans le milieu rural, dans le milieu urbain. Après l'environnement, parlant de climat, la jeunesse djiboutienne s'engage davantage dans la lutte contre le changement climatique. La première édition de la conférence locale des jeunes sur le climat a été officiellement lancée dans la journée de mardi 23 juin. La première édition de la conférence locale des jeunes sur le climat a été lancée officiellement mardi 23 juin à l'hôtel Aïla, réunissant près de 200 jeunes de Djibouti-Ville et des 5 régions de l'intérieur du pays. Aux côtés des représentants des institutions nationales, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des organisations de jeunesse. Organisée par le mouvement de la jeunesse une et indivisible, accrédité auprès de UNGO, la plateforme officielle de la jeunesse de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Cette conférence se tient sous le haut patronage du ministère de la Jeunesse et de la Culture, du ministère de l'Environnement et du Développement durable, avec l'appui de plusieurs partenaires nationaux et internationaux. Placée sous le thème « Notre climat, notre mobilité, notre emploi », bien, la cérémonie vise à renforcer les capacités des jeunes, promouvoir leur participation aux politiques climatiques et élaborer des propositions concrètes autour de 3 axes majeurs, la justice climat, la mobilité humaine et l'économie verte. Pour nous, cette activité n'est pas seulement une conférence, c'est un espace de dialogue participatif, c'est une opportunité aussi de jeunes pour contribuer directement et de prévenir des conflits et des pressions sociales et promouvoir une gouvernance inclusive en Djibouti. Donc, pour ça aussi, j'invite toutes les participations de prendre la parole, d'exprimer les lacunes prioritaires, de formuler des recommandations et aussi de chercher des collaborations entre les différents parties prenantes ici dans la salle. Donc ça veut dire société civile, et organisations de jeunesse, mais prenez aussi l'opportunité de parler avec les autorités présentes ici, parce que c'est seulement ensemble qu'on peut attaquer et trouver des solutions pérennes. Lors des différentes interventions, les partenaires ont salué l'engagement de la jeunesse djiboutienne dans la question de l'environnement et du climat.
Les représentants du programme des Nations Unies pour le développement ont notamment souligné l'importance de cette initiative portée par l'association, tandis que les représentants de l'Organisation internationale pour la migration ont mis en avant les liens étroits entre le changement climatique et la mobilité humaine. Cette rencontre, comme elle a été déjà mentionnée, mais c'est important de le souligner encore, c'est vraiment un espace important pour vous, un espace de dialogue, d'apprentissage et de mobilisation. Elle va vous donner, à vous toutes et tous, l'occasion de faire entendre votre voix sur les défis climatiques, mais aussi de proposer des solutions concrètes pour l'avenir de votre pays. Le PNUD ici salue l'engagement constant du mouvement de la jeunesse une indivisible, ainsi que tous les ministères qui sont impliqués pour l'organisation de cette conférence, mais surtout pour essayer de contrer ce défi qui se présente à nous dans les années à venir, qui est le changement climatique. Un espace essentiel de dialogue, d'apprentissage et d'action porté par la jeunesse djiboutienne. Je tiens tout d'abord à saluer le mouvement de la jeunesse unie indivisible de Djibouti pour son engagement remarquable, ainsi que les ministères de tutelle, Yungo, l'Union européenne et le PNUD et l'ensemble des partenaires qui ont contribué à l'organisation de cette conférence. Le thème retenu aujourd'hui pour cette année, en fait, justice climatique, mobilité humaine et économie verte, engager les jeunes pour un avenir durable et résilient, reflète avec pertinence les défis auxquels Djibouti est confronté aujourd'hui, mais aussi les opportunités qui se présentent à sa jeunesse. Excusez-moi, nous interrompons pour l'appel à la prière. Mesdames et messieurs, restez avec nous, nous continuerons. Et prenons la parole à cette occasion. Le président du mouvement de la jeunesse une et indivisible, Ahmed Mangoula, a souhaité la bienvenue aux participants ainsi qu'aux partenaires. Il a également rappelé les objectifs de cette premier loquet. L'objectif de ces conférences est de mobiliser, former et structurer l'engagement éco-citoyen des 300 jeunes ici, venus ici de l'ensemble des régions du pays autour des enjeux de justice climatique, de mobilité humaine et d'économie verte, tout en favorisant l'élaboration des recommandations portées par la jeunesse en vue d'influencer les processus nationaux, régionaux et internationaux de lutte contre les changements climatiques. Nous sommes 300 jeunes leaders, activistes climatiques, entrepreneurs verts et étudiants dans cette salle. Mais surtout, nous comptons parmi courageux venus des 5 régions de l'intérieur, d'Ali-Sabiye, de Dekil, de Tadjoura, de Bok et d'Arta, ainsi de Djibouti-Ville. Votre présence ici témoigne d'une vérité fondamentale. Les défis climatiques ne s'arrêtent pas aux portes de notre capitale. Nos solutions doivent elles aussi émerger de chaque centimètre carré de notre territoire national. Chers camarades, chers partenaires, chers amis jeunes, les thèmes qui nous rassemblent aujourd'hui, justice climatique, mobilité humaine et économie verte, n'est pas un simple slogan théorique. C'est le reflet de notre quotidien, de nos défis et surtout de notre avenir. Notre slogan officiel les résume parfaitement. Notre climat, notre mobilité, notre emploi. Quand nous parlons de justice climatique, nous rappelons que bien que notre continent africain et Djibouti ne soit que d'infimes émetteurs de gaz à effet de serre, nous en subissons de plein fouet les conséquences les plus dévastatrices, sécheresse récurrente, stress hydrique et vagues de chaleur. Réclamer la justice climatique, c'est exiger que la voix de la jeunesse djiboutienne soit entendue et soutenue au plus haut niveau de la gouvernance mondiale et porter la voix d'un pays et d'une région qui, bien que historiquement non responsable des émissions mondiales. Et nous terminons avec le secrétaire général auprès de l'environnement et un représentant auprès du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Doit réunir aujourd'hui plus de 300 jeunes leaders
venus de la capitale, mais aussi de nos 5 régions de l'intérieur, témoignent de la vitalité de la conscience éco-citoyenne de notre jeunesse. Je vous invite à être les fers de lance de la transition écologique de notre nation. Le thème que vous avez choisi pour cette édition, justice climatique, mobilité humaine et économie verte, engager les jeunes pour un avenir durable et résilient, résonne avec une acuité particulière pour la République de Djibouti et pour toute la corne de l'Afrique. Notre pays, bien qu'historiquement très faible émetteur de gaz à effet de serre, subit de plein fouet les conséquences directes du dérèglement climatique. Les sécheresses cycliques, la rareté des ressources en eau et la dégradation de nos écosystèmes fragilisent non seulement des prévisions, ne sont plus seulement des prévisions scientifiques théoriques, mais ce sont des réalités quotidiennes que subissent nos populations. C'est ici que prend tout son sens le concept de justice climatique. Il est de notre devoir d'exiger une équité internationale, mais il est aussi de notre responsabilité nationale de bâtir des mécanismes de résilience inclusive. Ce dérèglement impacte directement la mobilité humaine. Les déplacements des populations sont de plus en plus dictés par l'urgence climatique. Djibouti, terre d'accueil de paix et carrefour stratégique, se trouve en pleine ligne face à ces dynamiques migratoires. Nous devons repenser notre stratégie de la mobilité, non pas seulement comme un défi, mais comme un axe central de notre politique d'adaptation et de cohésion sociale. Parlant au nom de la ministre de la Jeunesse et de la Culture en tant que représentant, c'est avec honneur particulier et une profonde conviction que je prends la parole en ce jour au nom de Madame, Son Excellence la ministre de la Jeunesse et de la Culture, empêchée de vous rejoindre en personne, mais dont la pensée, l'engagement et la détermination sont pleinement présents parmi vous et parmi nous. Elle m'a chargé de vous transmettre ces chaleureuses salutations ainsi que ce vœu de plein succès pour cette conférence qui, j'en suis certain, marquera une étape importante dans la mobilisation de notre jeunesse face aux défis, aux enjeux climatiques. Permettez-moi d'emblée de saluer chaleureusement le mouvement de la jeunesse une indivisible pour l'audace et la rigueur avec lesquelles il a su porter ses projets jusqu'à son terme. Être officiellement sélectionné, accrédité par UNGO pour accueillir la El-Khouï 2026 à Djibouti n'est pas un hasard, c'est la récompense d'un engagement sincère, d'un travail acharné et d'une vision claire pour l'avenir de notre pays, de notre jeunesse. Autre sujet à propos du dit la police nationale célèbre avec fierté et sonalité le 49e année d'engagement au service de la sécurité et de la protection des citoyens. Dans ce cadre de commémoration du 49e anniversaire de la création de la police nationale, les éléments de détachement de chef-lieu de la région de Djikil a organisé une cérémonie marquée par la reconnaissance, la fierté institutionnelle et l'engagement aux valeurs qui fondent cette institution républicaine. Cette célébration a été l'occasion de revenir sur le parcours de la police nationale depuis sa création et de rendre hommage aux générations de policiers qui, par leur dévouement et leur professionnalisme, ont contribué à la préservation de la sécurité publique et au maintien de l'ordre sur l'ensemble du territoire national. Cette commémoration a commencé par la revue des troupes, l'hymne national.
À l'occasion de la célébration du 49e anniversaire de la création de la police nationale de Djibouti. Avant de commencer mes propos, je voudrais tout d'abord renouveler mes félicitations à notre ministre de l'Intérieur pour sa nomination à la tête du ministère de l'Intérieur. La police exerce un métier difficile et ingrat. Les hommes et les femmes qui la composent exercent leur métier avec abnégation et dévouement depuis la création de cette institution. Officiers, sous-officiers et hommes du rang. Cette cérémonie nous offre l'opportunité de dresser le bilan des principales réalisations. Les années 2025 et 2026 auront marqué une étape importante dans la réalisation de plusieurs infrastructures destinées à l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos hommes. Dans le domaine de la santé, face à l'augmentation de la demande, la maternité de notre hôpital se verra dotée d'une extension comprenant 12 lits VIB en complément de ceux déjà construits en 2024. Le complexe hospitalier de la police est désormais complété par un nouveau bâtiment de diagnostic médical doté d'un scanner de dernière génération permettant d'améliorer considérablement la prise en charge médicale avec des équipements spécifiques à la pointe des dernières technologies. Une journée placée sous le signe de l'honneur, du devoir et de la reconnaissance à Djihil, la police nationale marquant ainsi son 49e anniversaire et hommage et proximité avec la population, festivités qui ont débuté par le défilé impressionnant des éléments de la police nationale devant leur caserne alignés avec rigueur et discipline. Les policiers ont parcouru l'axe routier, longeant leur quartier général, offrant une démonstration de cohésion, de professionnalisme et d'attachement aux valeurs républicaines. La cérémonie s'est ensuite poursuivie avec le dépôt des germes de fleurs en hommage aux policiers disparus, à tous ceux et celles qui ont consacré leur vie à la défense de la sécurité nationale, un moment de recueillement qui a rappelé le courage, le sacrifice et le sens du devoir qui animent les hommes et femmes de la police nationale depuis leur création. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا نزلهم واسع مدخلهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من جيرانه وجيرانا خيرا من جيرانه وادخلهم الجنه وعندهم عذاب القبر. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم. اتنا وشاهدنا وقائدنا وذكرنا وانثانا وان كان محسنا فجزي الزانين. صدق الله العلي العظيم. loo dhan yahay saaka farxadani dhacaysiyo amnigan dhumucda way yeeshay waa dhalashadii booliiska qaran midibka loo taagay ciidamadani wada dhiiran ee dhooban quruxdooda ubax dharab
Après cette commémoration à Djiki, nous partons aux nouvelles du monde. L'Organisation maritime internationale, l'OMI, a annoncé la mise en place d'un plan d'évacuation visant plus de 11 000 marins bloqués dans les zones maritimes stratégiques. L'Organisation maritime internationale a annoncé le lancement d'un vaste plan d'évacuation visant plus de 11 000 marins restés bloqués dans le détroit ces dernières semaines à la suite de la signature d'un protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran. Cette initiative intervient dans un contexte de détente relative entre Washington et Téhéran après plusieurs semaines de tensions ayant perturbé la sécurité maritime et compliqué les opérations de navigation dans la relation internationale renforcée pour préserver la fluidité du commerce mondial. Ce sera tout. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique, la production et l'équipe de la régie, bien sûr, et à vous de nous avoir suivis sur Télé Djibouti.